For the undisputed UFC. Boom! Perfect shot. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club spécial, femmes de combattants. Pour en parler et pour aborder d'autres sujets liés au fait d'être marié à un guerrier, à un ancien des combattants des forces spéciales, au God of War, au dernier Templier, comme j'aime le surnommer depuis notre interview. Il s'agit de son épouse, Madame Laura Saint-Denis. Et je te souhaite la bienvenue dans MMA Club et merci beaucoup pour ta présence. Ben merci, salut Nico et merci de me donner la parole. C'est cool. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça change un peu de format, tu vois, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Alors avant de commencer, je rappelle quand même le petit moment promo Others, 15% sur Others, la boisson post-workout protéinée vegan. Putain, je l'ai dit du premier coup avec le code MMA Club 15 tout attaché. Ah, c'est pas facile à faire. Hein. Et abonnez-vous, voilà, on vise les 1000 abonnés, vous le savez, pour cet été. Les maillots de bain, 1000 abonnés, c'est cool, tout serait parfait. Voilà, sur ce, je suis à toi à 100%. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ouais, ça va tranquille. Là, à cette heure-ci, tu vois, Benoît est à l'entraînement MMA avec Daniel. Ok. Donc, en pleine prépa. Ok, Donc, et ouais, ça tout se passe bien. Ça arrive fort, là. Hein. Ouais. Ok. Tu vois, je sais que c'est pas un exercice facile de venir parler comme ça ouvertement de ce côté-là qu'on connaît pas, hein, du versant ombragé de la montagne, on va dire, la partie cachée de l'iceberg. Et je te remercie pour ça, c'est vraiment cool. Si je dis pas de bêtises, t'es monitrice bâton dans la police municipale, c'est ça? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Ouais, t'as plusieurs casquettes. Ouais, tu me fais une petite présentation, fiche d'état civil, Ok. permis de conduire, carte grise, s'il te plaît. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis dans les forces de l'ordre. 5 ou 6, je sais plus. J'ai la spécialité de maître chien. Donc, on a 2 chiens de travail qui sont avec nous à la maison, Rafale et Jericho. Eux, ils ont des spécialités, donc la défense et la recherche de produits stupéfiants. Après, pour me spécialiser, me professionnaliser encore plus, c'est parce que je suis passionnée. J'ai passé le diplôme d'instructeur de tir et de moniteur bâton intervention. Voilà. Donc là, je suis complète. J'ai passé le concours début 2016 après les attentats du Bataclan. Ah, c'est ça. À part ça, je suis ancienne sportive de haut niveau, moi aussi, donc dans le football, rien à voir avec le MMA, que j'ai découvert avec Benoît d'ailleurs, que je pratique avec lui, mais vraiment en débutant. Ça m'a d'ailleurs vachement aidé pour le travail. Donc je trouve que c'est un sport que devraient pratiquer toutes les forces de l'ordre. Ça change la vie sur la voie publique, surtout lors des interpellations. Et voilà, je suis ici de la région toulousaine. Donc nous, on habite à Paris. C'est différent. Mais bon, c'est pas facile, mais c'est un sacrifice à faire. Ah, à ce point? Ah ouais, non, c'est horrible la vie ici. C'est dur, le sud nous manque hein, quand on est dans le sud. Après, quand on part, c'est dur. Hein. Ouais. Et puis là, tu vois, il y a juste un brin de soleil, mais ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'en a pas vu ici. Ouais. Non, c'est super compliqué. Ouais. Après, malheureusement, les sparring sont à Paris, donc on est obligé d'être là, quoi. Je comprends. D'ailleurs, tu disais que tu en plus qu'amateur plus, je pensais de ça. Coralie Camilli, la femme de Jérôme Le Banner, est combattante de Muay Thai, elle de Aikido. Et je l'ai reçue dans le MMA Club. C'est un défi qui te tenterait, toi aussi, de combattre un jour, si c'est pas déjà fait, tu vois, même en un petit niveau? Alors, pour la petite anecdote, au début, moi, j'accompagnais Benoît aux entraînements, mais je faisais tout le temps de la prépa physique à côté parce que j'avais des échéances footballistiques. Là, la dernière en date, c'était Coupe du Monde des forces de l'ordre en mai dernier. Et puis un jour, il m'a dit, mais essaye. Donc j'ai fait mon premier entraînement. Il faut savoir que j'avais fait 8 mois il y a des années de boxe française à Toulouse et que Jonathan là un boxeur et en fait Daniel à la fin de l'entraînement il dit à Benoît elle est guerrière quand même hein. Tu vois il y a pas un potentiel, il a pas dit ça comme ça mais il a dit elle est quand même très guerrière avec du taf
Et là, Benoît, il a dit un non catégorique, Hmm. tu la laisses tranquille. Donc, ça m'a tenté, mais ça prend énormément de temps. Donc, c'est compliqué avec le travail, quoi. Hmm. D'accord, Puis je pense que un fighter dans la famille, c'est déjà c'est pas mal. beaucoup de sources de stress pour tous les proches. Donc, deux, c'est impossible. D'accord, d'accord. Toi, tu combats différemment. Je vois pas mal d'armes, je vois pas mal de chiens, je vois pas mal d'uniformes, mais il y a toujours, tu vois, le sourire. Tu peux me parler un peu de ta profession et ce qui t'anime au quotidien? Moi, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rentrée dans la police. C'est les attentats du Bataclan Hmm. qui m'ont fait Déclic. un vrai élément déclencheur. Parce que j'ai mes meilleurs amis à l'époque qui avaient déménagé à Paris pour faire leurs études. Et en fait, quand il y a eu les attentats, il y en a qui étaient sur les terrasses, il y en a qui étaient à proximité de la salle de spectacle. Et je sais pas, je me suis sentie vraiment impuissante. Non pas qu'aujourd'hui je fasse de l'anti-terreau, mais Je comprends ce que tu veux dire. je me suis sentie pas à ma place en fait. Et j'ai réfléchi, je me suis posée, j'étais en pleine... j'étais à l'époque un peu éducateur spécialisé, je venais de finir ma licence d'éducateur sportif. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai passé mon concours que j'ai obtenu. Et puis là, je me suis découvert une vraie passion, en fait, des vraies dispositions pour ce métier-là. Mm. Et j'ai gravi les échelons petit à petit, mais pour 50 boutiques, avoir toutes les spécialités que j'ai et avoir fait mon parcours, c'est quand même assez surprenant, surtout pour une jeune femme. Ce facteur-là aussi, dans les forces de l'ordre, faut le prendre en compte. Mais j'ai su faire mes preuves et ouais, on peut dire que je suis une combattante dans la vie. Mhm. Mais je pense que ça, c'est le sport qui m'a inculqué ces valeurs-là. Hein. Le football, quand tu pratiques le foot à haut niveau, très jeune, faut savoir que tu grandis pas de la même manière que les autres. Moi, c'était tout le temps, oui, Lalou, tu viens ce week-end, il y a soirée, sauf que ben non, le week-end, t'es pris. La semaine, t'es pris tout clair. le temps. Tu vois pas tes amis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça t'impose de la discipline, de la rigueur. Voilà. C'est tout ça qui m'a été inculqué quand j'étais jeune et que j'ai gardé aujourd'hui dans mon métier et que je kiffe, quoi. Ouais, tu te reconnais là-dedans, en fait, dans ces valeurs. Ouais. D'accord. Ouais. Et si je te demandais, tu vois, ma fille, elle veut devenir dresseuse canine dans l'armée, tu vois, elle aimerait bien faire ça, elle a 13 ans. Si je te demandais, pour elle, de m'expliquer un peu en quoi ça consiste d'éduquer des chiens au quotidien, d'en faire des outils de travail, mais aussi des compagnons, tu vois. Ben, écoute, moi, je suis pas dresseur, je suis conducteur de chien. Quand tu es maître de chien, ça veut dire que tu conduis ton chien en intervention. Donc, c'est toi qui lui donnes les ordres, etc. Après, il y a une autre facette du métier qui est dresseur, justement. Et c'est le dresseur qui va s'intéresser à toute la psychologie canine, à inculquer les ordres aux chiens. C'est eux qui font mordre aussi, qui mettent le costume. Ça, c'est un vrai métier. C'est une vraie spécialité. D'accord. Et après, du fait que ce soit mes chiens personnels, bien évidemment, j'ai dû les dresser aussi. Donc, je connais un peu le cursus aussi. Je lui dirais qu'elle peut d'ores et déjà s'intéresser au sport canin. Parce qu'en fait, en police, nous, quand on entraîne nos chiens, on les entraîne au mordant, etc. Mais il faut savoir aussi que c'est un sport. Il y a des championnats du monde avec des Malinois ou d'autres races d'ailleurs qui comment dire, correspondent bien. Dedans, tu vas retrouver de l'obéissance, de l'agilité, du mordant, etc. Et elle peut s'intéresser à ça et prendre attache avec un club pas loin de chez elle. Et déjà, tous les mercredis, elle est aidée, elle filer un coup de main et qu'elle voit si c'est ça qui lui plaît vraiment. C'est vrai. D'accord. Mais c'est rare que les jeunes disent « Ouais, je veux être dresseur ». D'habitude, ils disent « Je vais être maître chien », quoi. Ouais, peut-être qu'elle sait pas encore, tu vois, les différentes filières. C'est une première approche. Voilà. Ouais. À vrai dire, si je lui suggérais maître chien à la place de dresseur, peut-être qu'elle me dirait oui, tu vois. C'est juste qu'on n'en a pas encore vraiment exploré les... Tu vois, à son âge, il y a encore un peu le temps, quoi. Donc, voilà. C'est cool, merci. On va parler un petit peu de votre vie de couple. On va commencer par ce mariage, tu vois, ce mariage fou. Donc ça a eu lieu une semaine de l'événement le plus dingue de l'année 2022. Pour tout fan de MMA, c'était l'UFC Paris.
Comment on prépare, comment on vit un mariage à une semaine du plus grand événement de MMA mondial dans son pays? Ben, on n'a pas le choix déjà. Nous, quand on est sorti de son dernier fight à Vegas, Paris était dans les tuyaux, mais c'était pas sûr, c'était incertain. Je crois qu'au début, ils avaient annoncé Londres. Benoît voulait Londres parce qu'il savait que Paris allait tomber sur le mariage. Et on n'avait pas encore la date exacte de Paris, donc on espérait, on savait qu'on y serait dessus, mais on espérait une date bien post-mariage ou pré-mariage en fait. Et là, c'est tombé vraiment en plein dedans. Donc ça a été super chaud. Benoît, il s'est focalisé sur sa prépa combat. On l'a laissé tranquille avec les préparatifs du mariage, donc il a eu de la chance. Sa famille nous a beaucoup aidé d'ailleurs. On leur est redevable à ce niveau-là éternellement parce que c'était une magnifique journée. Et non, ouais, lui s'est concentré. En plus, il était blessé, donc ça a été, je pense, au jour d'aujourd'hui, ça a été la pire prépa de sa vie. Il a pris aucun plaisir à préparer ce combat-là parce que l'adversaire aussi a changé. Donc tes sparring d'entraînement changent. Enfin, ça a été un vrai bordel de A à Z. Il est allé en Bulgarie aussi en plus, non? Il est allé en Bulgarie, mais tu sais, même la veille de partir, son pied c'était affreux, c'était enflé, du pus qui sortait. En fait, pour retracer l'histoire de l'orteil de Benoît, contre Élisée, il a pris un dégât au niveau de la tête qui lui a enlevé la terminaison nerveuse pour bouger le gros orteil. Donc, en soi, il y a rien. Ouais, en soi, il y a rien de grave, mais il se prenait tout le temps le gros orteil dans les tapis, tu sais, par exemple. Donc ça l'a saoulé. Il s'est fait opérer, on s'est fait conseiller. Donc il a enchaîné 2 combats après Élisée, c'est ça. Le combat contre Niklas, l'Allemand là, à Vegas. Le pied était pas rétabli, il avait encore mal. Donc on se posait des questions et en fait ce qui s'est passé c'est qu'après l'opération il a pas repris trop tôt, il a respecté les délais, mais quand il a repris il a chopé une infection, un staphylocoque, et du coup il a fait sa prépa pour l'UFC Paris avec sous antibiotiques, avec un staphylocoque. Ça dérègle et tout. Vraiment, donc la veille de partir en Bulgarie, le pied il était atroce. Et son frère qui est en 7e année de médecine, lui, il va favoriser la santé. Hein. Il a dit, fais attention, Benoît, nous, avec Daniel, on lui a dit, écoute, t'y vas. Si le pied est là-bas, ça va pas, tu rentres. Et si ça va, tu fais la Bulgarie. Ok. Et au final, le pied a tenu. Il a su adapter les entraînements. Et je crois qu'il s'entraînait en chaussures. Toi, c'est des détails à la con, mais il a tout mis en place pour pouvoir faire l'UFC Paris. Et voilà, il a réussi. Eh ben, quelle folie. Je savais pas cette histoire-là. C'est déjà sorti, cette histoire? Vous en avez déjà parlé ensemble? Enfin, publiquement? Oui, je crois que oui. J'ai pas... Ok. Parce que là, les détails que tu me donnes sur la terminaison nerveuse directement liée au pied et tout, j'avais jamais entendu le détail de cette histoire. Mais, après, il est vieux. Quand je l'ai rejoint à l'hôpital, il avait fait un scan cérébral, il n'y avait pas de souci, tout était... En fait, il avait aucun dégât, mais le chirurgien, lui, il pense que c'est ça, quoi, qu'il y a eu un coup qui a engendré cette blessure, en fait. D'accord. Eh ben, quelle histoire. Est-ce que par exemple, tout ça, toutes ces choses mis bout à bout, tu parlais des antibiotiques, tu vois, le fait de ne pas être à 100%, le changement d'adversaire, la Bulgarie, le mariage... tout mis bout à bout, est-ce que ça fait ressortir des côtés dark un peu dans le couple? Est-ce que c'était pas un peu beaucoup de choses sur les épaules pour toi qui devait t'occuper entre guillemets du mariage, et lui qui devait s'occuper aussi beaucoup de choses sur ses épaules à lui, qui devait aussi se focus sur sa prépa? Ça devait être frustrant pour lui de pas pouvoir s'investir avec toi dans les prépas et tout. Il y a pas des choses qui sont sorties un peu négativement? Au contraire, ça vous a rendu plus fort? Ça l'a frustré. Ça l'a frustré de pas s'impliquer plus dans la préparation du mariage. Maintenant, comme je l'ai dit, sa famille nous ont vraiment aidés à ce niveau-là, donc ils savaient qu'ils pouvaient compter sur eux. Ils ont pris le relais de son côté, on va dire.
Après, il a profité quand même pleinement du mariage. Nous, ça reste le plus beau jour de notre vie, malgré tout. C'était vraiment incroyable. Et non, ça fait pas ressortir des côtés négatifs parce qu'en fait, avec Benoît, on se connaît, on parle beaucoup aussi. Et moi, je sais ce que c'est de faire une prépa, de s'entraîner 1 à 2 fois par jour. Je sais ce que c'est que de tenir une diète, donc d'être fatigué, d'avoir faim. Quand t'es fatigué, que t'as faim, t'es exécrable. Tout ça, je connais, je l'ai vécu. Donc c'est vraiment une force qu'on a en plus dans notre couple. C'est que moi, j'ai vécu ça, et lui, en étant militaire, il a vécu le fait de pas avoir d'horaire, de rentrer à n'importe quelle heure du travail, de rentrer parfois blessé, de rentrer fatigué, frustré. Donc tout ça, on se rejoint, on se comprend beaucoup. Non, il y a eu des moments durs dans le sens où moi j'étais très peinée de le voir peut-être devoir annuler. Mais non, vraiment. Faut savoir qu'avec Benoît, depuis qu'on est ensemble, on s'est engueulé qu'une fois. Et ça a duré 5 minutes. Donc c'est très rare, on s'engueule jamais. Benoît, c'est quelqu'un de très très calme, de très tempéré. On croirait pas qu'on le voit dans la cage, mais de très réfléchi aussi. Voilà, il s'embrouille jamais, Benoît. C'est cool. Donc du coup, l'adage qui se ressemble s'assemble, hein, vous, ça vous parle à tous les deux, quoi. C'est vraiment un truc qui vous correspond fort, de ce que tu me dis. Le fait que tu aies vécu toi-même des cuttings, des prépas physiques qui sont compliqués. Du coup, tu as de l'empathie sur les moments où lui doit vivre ça, et ça facilite vachement les choses, quoi. Ouais, je pense que qui se ressemble s'assemble, ça marche bien, bien sûr. Si t'es avec quelqu'un et que tu comprends pas son univers, ça va être difficile de l'accompagner, de réfléchir à optimiser c'est comment on peut optimiser ses performances, comment on peut optimiser ce temps-là. Je pense que oui, non, vraiment, se comprendre, se ressembler, c'est très important. J'allais dire, c'est pareil, moi, quand j'ai passé mon diplôme d'instructeur de tir, tu vois, lui, il était fort spécial, donc il fait partie des 200 bonhommes qui ont le plus tiré en France. Et on s'est aidés mutuellement, quoi, tu vois. C'est perpétuel, en fait. C'est vrai. C'est incroyable, d'ailleurs. Le croisé de vos destins, il est assez incroyable, c'est vrai. Quand on y pense, c'est fou. Par rapport à son activité, tu vois, quand j'ai reçu Benoît, il m'a dit que dans les forces spéciales, parfois il y avait des bons chefs, parfois il y avait des mauvais chefs, que ça lui avait pas toujours plu, qu'il avait aimé immédiatement sa vie de combattant, de bagarreur. Parce qu'en fait, il pouvait la vivre comme il l'entendait. Et toi, tu te situes où dans tout ça? C'est pas péjoratif, hein, c'est positif. Je pose la question positivement parlant, tu vois. C'est pas genre... t'as compris, je pense. Je pense que des bons chefs, des mauvais chefs, il y en a partout. Hein. Il y en a dans l'armée, dans la police, dans la grande distribution, dans les hôpitaux. Tu peux passer un message. Mais en fait, il est épanoui dans sa vie de combattant parce qu'il décide de son entourage. En fait, il va décider de son coach, il va décider de son manager, il va décider de son kiné, de son ostéo, il va décider de son coach de sol, de son coach de lutte, de ses sparring partners. Et ça, vraiment, ça le met en confiance et il est vachement épanoui dans ça. Moi, ma place, elle est on a su la trouver au fur et à mesure, dans le sens où très naturellement, à la base, moi, j'étais vachement sur Instagram. Donc, je lui montrais comment ça marchait, etc. au tout début. J'ai chopé ses premiers sponsors et en fait, naturellement, j'ai continué à m'occuper de toute la partie sponsoring. Donc, tu vois, tout à l'heure encore, j'étais au téléphone pour lui. Donc, je m'occupe de tout ça. Je pense que ma place, c'est plutôt ça, tu vois. C'est plutôt essayer de le soulager au maximum des côtés qui sont pas sportifs pour que lui se concentre sur ses combats, quoi. Et de le valider aussi. Ouais, c'est pas évident, tu vois. Ça fait partie aussi du rôle, parce que si tu combats en sachant que ta femme, elle est un peu à contre-cœur avec tout ça, il y a une retenue, tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est vrai que faut se valider mutuellement, quoi. Oui, je le soutiens à fond, pas depuis le début. Hein. Ouais. Et quand c'est compliqué, tu vois, je repense forcément au combat face à Eliseo dos Santos. C'était un combat qui a fait mal au cœur à beaucoup de gens, je pense. Jusqu'où ça t'impacte émotionnellement, tu vois? C'est quoi un peu ton envers du décor?
Ah, mais là, les gens sont jamais prêts à la réponse que j'apporte à cette question. Mais moi, j'étais à Abu Dhabi sur place avec son père et un de ses petits frères, parce qu'il en a 4, avec le plus jeune de ses petits frères. Donc, je pense que ça a été dur pour lui aussi. Il avait 14 ans, je crois, à l'époque. Et moi, j'étais en train de faire un AVC dans les tribunes. En fait, tous les coups que Benoît a pris, je les ai pris dans la gueule aussi. C'était atroce. Et cette journée-là, je quitte Benoît à 16h, je le retrouve vers 1h du matin à l'hôpital. Et quand je rentre dans la salle, je le reconnais même pas, quoi. Il est défiguré. On a fait fuiter aucune photo parce que on a discuté et que c'était pas l'image qu'il voulait donner, mais il était méconnaissable. Ça a été très 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 dur. Je crois que ce jour-là, j'ai pleuré pendant 8 heures d'affilée. Inconsolable, en fait. On n'avait pas dormi. On est resté 48 heures à l'hôpital à Abu Dhabi. Donc, heureusement que leurs hôpitaux, c'est des hôtels. Mais voilà, sans réseau, sans... Son père avait dû repartir le lendemain. Non, c'était chaud. C'était hyper chaud. Et le après Abu Dhabi, ça a été très, très compliqué parce que il s'est fait opérer du nez. Donc en fait, là-bas, il voulait nous garder. On s'est un peu échappé de l'hôpital parce qu'il voulait l'opérer sur place. Sauf que Benoît, il a un cousin qui est chirurgien, spécialisé justement dans maxillofacial. D'accord. Et c'est lui qui a recommandé quelqu'un en France, etc. Donc il s'est fait opérer en France. Pendant 1 mois, c'était un lion en cage à la maison parce que il ruminait le combat, il ruminait la défaite. Il ruminait le fait de pas avoir pris un seul round, en fait. Alors que nous, on s'était imaginé qu'ils prennent au moins le premier, qui était très équitable. Et puis sur le 3e, Eliseu, il perd des points en lui mettant un coup de pied dans les parties génitales et les mains dans les yeux, donc ça aurait pu. Donc il a ruminé tout ça, puis il a repris la prépa physique un peu tôt, mais il savait pas faire autrement, en fait. Et, il voulait rebondir. Après, ouais, oui. Lui, en fait, ce jour-là, sur ce fight-là, il y avait son manager, Guillaume Pelletier. Et Benoît m'avait dit, quoi qu'il arrive, après le combat, tu me rejoins à la réception de l'hôtel. Sauf que la réception de l'hôtel, j'y suis restée 1 heure, il y avait personne. Et personne m'a dit qu'il était hospitalisé, en fait. Ah, putain. Parce que, tu sais, d'habitude, à l'UFC, ils te recouent sur place, etc., tu vois. Et du coup, j'ai attendu, puis j'appelle Guillaume, je dis, vous êtes où? Nous, on est dans la chambre, Benoît, il est à l'hôpital. Je lui dis, bon, attends, j'arrive, on discute, et il me dit, n'y va pas, attends, il y a Daniel avec lui, et ils sont bientôt finis. Au final, Daniel m'appelle à minuit, ouais, faut que tu viennes me remplacer, parce que moi, j'ai mon avion à 3h du matin, nanana. Donc, on a switché, et on s'y retrouvait 48 heures, quoi. Ouais. Et dans la chambre, Guillaume me dit, tu sais, Laura, Benoît, il va bien. Parce que quand il ferme les portes de l'ambulance, la première chose qu'il m'a dit, la dernière chose qu'il m'a dit, c'est putain, on va faire des dégâts en 70. Donc, Benoît, après, il a mieux vécu que ses proches, ça c'est sûr. Quand tu parles avec lui, pour lui, c'était juste un combat où il avait le nez cassé, il avait du mal à respirer. Voilà, c'est juste ça. Ouais, enfin, j'allais dire c'est un bel envers du décor, c'est pas le mot, mais ça fait un sacré chapitre quand même. Ah, mais ça a été chaud, et au travail, je me suis surprise tu sais, nous, on fait beaucoup d'accidents de la voie publique, des mecs qui essayent de se foutre sous les roues d'un train, donc on voit des choses pas très jolies. Mais pendant 6 mois, je pense après le combat, bien 6 mois, dès que j'en parlais, j'avais les larmes aux yeux. Donc les gens savaient qu'il fallait pas m'en parler. Et dès que je voyais du sang, je commençais à me sentir mal. C'était vraiment c'est comme un petit choc post-traumatique, tu vois. Ouais, je comprends. Bah c'est clairement ça, ouais. Est-ce que tu penses que c'est important de faire un travail psychologique là-dessus pour s'en détacher un petit peu, ou du moins pour mieux l'appréhender? Alors, je pense que oui. Après, les yeux, moi, je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais. Ce combat-là, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais pas été prévenue. Ça allait être la guerre. Parce que tu sais, quand il y a des fighters qui tombent, là, tu vois son prochain adversaire,
me pose aucune question, j'en sais rien. Je m'y intéresse pas en fait. D'accord. C'est ma manière de m'en détacher en fait. De pas m'intéresser à l'adversaire, de pas le regarder, de pas voilà. Mais je pense que j'ai beaucoup de copines maintenant qui sont femmes de combattants et qui arrivent pas à aller en fight. Et je pense que ouais, tu sais, de la prépa mentale par exemple, pour accepter un combat, pouvoir le regarder sereinement, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Suite à ce combat à Élysée, tu as évité de regarder les combats en direct? Las Vegas, en fait, c'était à l'Apex. Donc, faut savoir qu'à l'Apex, il y a 500 places et que c'est à environ 2500 $ la place. Donc, Ah ouais, je sympa. me suis permise de le regarder à l'hôtel. Waouh. Ah ouais. Mais c'était bien tombé, en fait. Le fait de pas pouvoir être là, vraiment, ça m'a fait aussi Ça une t'a mis une pause. petite barrière sans que tu aies eu besoin de le faire, quoi. Ok, c'est ça? Ouais. Ok. Et après, après le temps est passé. Ouais, non, UFC Paris, j'étais prête à y retourner, quoi. D'accord. Donc je suis pas au bord de la cage comme lorsqu'on est invité, tu sais, sur des événements où là vraiment on est au bord de la cage. Ça me fait ni chaud ni froid. J'essaye de me mettre dans le public, loin, et non, ça va. D'accord. Depuis, ça va. De toute façon, maintenant, dès qu'il y a un combat, je me dis ça pourra pas être pire. D'accord. Est-ce qu'un jour tu pourrais être amené, tu vois, à avoir ton mot à dire stop. Tu vois un peu ce que je veux dire si tu revivais une soirée un peu compliquée, que vraiment ça débordait à l'intérieur, est-ce que c'est une discussion que vous pourriez avoir? Je pense qu'il m'écouterait en fait. Benoît, c'est un couteau suisse. Il sait tout faire. Il a déjà 2 vies en une et pas des moindres. Si demain je lui dis non, là c'est plus possible, faut arrêter. Je mets ma main à couper qu'il fera autre chose. Mais c'est pas du tout dans les tuyaux. Ça l'a jamais été. Ça pourrait arriver si je vois que dans 15 ans il traîne la patte et qu'il a du mal à l'admettre. Ouais, tu ok. vois, il y a trop et d'ego. qu'il prend encore des... Ouais, voilà. Et que là, tu sais que ça sert plus à rien, quoi. Arrivé à un certain âge, ça, oui, ça pourrait arriver. Mais si demain, c'est encore une grosse guerre, eh ben, ça sera encore une grosse guerre. Et tant pis. Moi, je l'ai accepté comme ça, en fait. Donc, bien sûr, bien sûr. Le rôle, c'est pas de le changer. J'ai trop de copains. Pareil, on a plein d'amis encore militaires. Et leurs femmes leur met des ultimatums à chaque fois. C'est l'armée ou c'est moi. Mais tu l'as épousé, c'était l'armée. C'était déjà le cas, oui, effectivement. Voilà, c'est compliqué, c'est égoïste en fait. D'accord. Et tu vois, un petit mot sur son coach, Daniel Warin. Est-ce qu'une fois les portes du gym, c'est terminé ou est-ce que vous vous impliquez mutuellement dans vos microcosmes? Jusqu'où il vous accompagne? Daniel, c'est devenu un ami, hein. Tout comme Guillaume aussi, et Christophe Savoca, son coach de JJB aussi, c'est des amis de la famille. Ils étaient conviés au mariage. Benoît et Daniel, ils ont une relation très fusionnelle. Je crois qu'ils s'appellent tous les jours. Quand ils se voient pas, ils vont débriefer d'un fight. Excellent. Ils sont très, très fusionnels. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Ouais. D'accord. T'es pas jalouse, hein? Non. Ah, c'est cool. C'est une belle. Et avec toi-même, il y a une belle alchimie, quoi. Tu te sens en confiance avec cet entourage. Ah oui, carrément. Ouais. Moi, j'ai 100% confiance en ces trois personnes-là. Ouais. Et oui, je m'entends super bien avec Daniel, je m'entends bien avec sa femme. Non, c'est super. Tu vois, là, on parlait de peut-être aller passer l'année prochaine 1 ou 2 mois au Brésil pour préparer Benoît sur un potentiel fight. Parce que la femme de Daniel est brésilienne, que Daniel, on le sait, il a passé des années aussi. Donc, tu vois, on partirait tous les 4. C'est pertinent, ouais, c'est cool. C'est plaisir et travail à un endroit que Daniel connaît, il est familier, il a les bons tuyaux et tout. Exactement. C'est parfait, quoi. Ouais. C'est cool. Alors, on a bientôt terminé et j'ai une question bonus. C'est la question dégueulasse. Je suis désolé, il faut que je la pose parce qu'elle existe. Je la poserai pas si, tu vois, j'avais envie d'allumer une petite flamme gratos, mais cette question, moi, je la vois sur les réseaux, elle existe. Alors moi, j'ai aucun doute là-dessus, tu vois. Vos chiens... Je sais où tu vas. Bah oui, j'imagine. Les forces spéciales, une femme dans la police, la passion pour les armes, le tatouage de Templier qu'il a sur le torse. Et il y a beaucoup de gens qui créent des raccourcis vraiment
je le répète encore une fois, vraiment dégueulasse sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, qu'on puisse sous-entendre ou dire ouvertement qu'il est raciste, qu'il est dans une mouvance d'extrême droite? Je te demande même pas de te justifier. Moi, la réponse, je l'ai, je m'en fous. Mais comment vous traitez ce flux de toxicité? Est-ce que ça vous touche vraiment? Tu vois, au début, c'est moi qui étais sur Instagram et pourtant, c'est Benoît qui m'a appris à ne pas à s'en foutre, en fait. Mais c'est qui, eux, pour dire ça? C'est qui? Ils ont fait quoi? Donc, non, on s'en fout. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut. On sait... Et puis, les gens qui nous entourent aussi, les gens qui croisent notre chemin aussi. Et non, franchement, on s'en fout. On peut pas se prendre la tête pour ces personnes-là. Tu sais, je sais plus, c'est Mike Tyson, je crois, qui a dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à des gens et sans se faire casser la gueule, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Non, vraiment. C'est après Élisée, j'avais lu. Ouais, c'est un. Comment ils avaient dit ça? C'est un facho. En plus, sa femme, elle est dans la police. Ils ont 2 Malinois. Mais oui, c'est des raccourcis de bac moins 6 de gens. Il faut pas s'attarder sur ça, quoi. Ouais, vous êtes passé au-dessus, quoi. Oui, mais oui. Nous, on a des valeurs très fortes et fondamentales, je pense, qu'on essaye de véhiculer autour de nous. Benoît, c'est la personne la plus bienveillante que je connaisse sur cette terre, vraiment, et la personne la plus gentille. Donc, non, on les laisse dire. Moi, je me souviens, pour rejoindre un peu ce que tu dis, hein, tu sais, quand j'avais fait l'interview de Benoît, c'était ma première que j'avais filmée, tu vois. J'étais toujours en audio, tu sais, j'étais derrière mon ordi, mais on me voyait pas, je voyais pas la personne, tu sais, t'es un peu à l'aise, c'est un peu... Et là, ce soir-là, tu sais, alors déjà, on avait rendez-vous le lendemain à 10h ou quoi, mais il devait aller faire ses papiers pour les États-Unis, alors il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, si tu veux, on l'a fait maintenant et tout. Il était tard, toi, t'étais au boulot. On a commencé, je sais plus, à 21h30, 22h, on a fini à 23h30, et je me rappelle, j'avais mis Zoom, et en fait, je savais pas que Zoom, c'était limité, tu sais. Et je perds Benoît dans le truc et je me décompose. Je savais pas faire marcher Discord à l'époque. Je lui ai parlé du Trainong Venim Center. Maintenant, il y a prescription, tu vois, je peux le dire. Je lui ai parlé du Trainong Venim Center, alors que c'était hyper maladroit de ma part, tu sais, d'aborder... Ouais. Enfin, j'ai abordé ce sujet un peu, pas familièrement, mais c'est pas cool, tu vois, comment j'aurais pu prendre des gants, tu vois. Mais j'étais sous stress aussi parce que c'était ma première interview en vidéo. Il était tard, je l'avais perdu en vidéo, j'avais plus que l'audio. Tu sais, j'avais un peu honte, j'étais un peu... Et il a rien dit, il a dit, ah vas-y, je me fais un jus, essaye de régler ton truc, je reviens et tout. Il me parlait en off, tu sais, il faisait son jus derrière, il me parlait. Et je me disais, putain, il est gentil. Moi, enfin, j'en connais, il m'aurait envoyé chier, tu vois. Et effectivement, je l'ai trouvé super. En plus, derrière, il m'a jamais été. Il m'a jamais renvoyé un truc là-dessus, tu vois ce que je veux dire, une pique ou quoi. Ouais. Il a rien dit, enfin. Et franchement, c'est cool, tu vois. Là, je le dis parce que ça vaut le coup d'être dit, en fait. Que vraiment, ça se voit que c'est un bon gars. Mais moi, quand je dis c'est la personne la plus bienveillante et la plus gentille que je connaisse, Bienveillante, ouais. c'est pas des mensonges. Hein, il est tout le temps à aider les autres. Tu vois, on est en vacances, on est à La Réunion. Je te dis une connerie, il y a un mec qui va faire des pâtes. Il va aller le voir, il va aller le régler, il va aller lui dire, bah, tu vois, tu fais plus comme ça. Quand on est à la salle, il peut pas aller s'empêcher d'aller voir le petit jeune de 17 ans là qui démarre le squat. Et voilà, il est comme ça. C'est cool. Bah, et c'est la passion qui l'anime aussi, quoi. Oui. C'est incroyable, c'est beau. Ouais, tu vois, bah, on est d'accord. C'est une belle personne. C'est cool. Ah, avant de finir, j'aimerais bien que tu me racontes une petite anecdote. Choisis. Une petite anecdote. Une petite anecdote de vie, un off. Bah, tu m'en as raconté beaucoup, hein, là, des moments off, mais à toi de voir. Moi, ce qui m'a toujours fait rire chez Benoît, c'est que c'est le seul mec que je pense, même mes collègues féminines, elles ont jamais entendu ça. Quand je pars au travail, donc je pars, tu vois, je suis quand même dans les forces de l'ordre, donc c'est moi qui est censé faire respecter la loi, tout ça. Quand je pars au travail, tous les jours, je me dis, si t'as un problème, tu m'appelles. Magnifique. Je peux pas t'appeler, c'est moi la police si je t'appelle. Et ouais, non, c'est ça. Des fois, tu sais, il y a des interventions graves, hein, avec des coups de feu, tout ça. Et lui, quand il l'apprend, il m'appelle, j'arrive. Mais non. Je le vois débarquer avec ses gants et son short, tu sais. Attends.
Ah, c'est cool. ouais. Ouais, mais c'est bienveillant, comme tu disais tout à l'heure, ça part d'une intention pure, quoi. C'est cool. Ouais. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Est-ce que tu as un dernier mot et des dédicaces? Ben non, hein. J'encourage tout le monde à l'encourager pour son prochain fight. C'est ça? On est très content parce qu'on est vraiment soutenu de la part des sponsors. En fait, on essaye vraiment d'avoir des liens. Ça va avec notre image, hein, vraiment d'humanité, quoi. On essaie d'avoir des contacts avec eux, donc c'est des belles collaborations. Donc on les remercie tous. Et voilà. Ok, bah c'est Merci cool. à toi. Bah avec plaisir, j'ai passé un bon moment, tu vois, j'ai appris plein de choses, c'est cool, ça m'a fait super plaisir. Eh ben on a fini, voilà, vous pouvez retrouver Laura Saint-Denis sur Instagram ou dans la rue si vous faites une connerie, attention, le lien sera dans la description. On se retrouve bientôt dans MMA Club, en attendant, prenez soin de vous comme d'habitude, et moi, je vous fais des... Tu sais ce qu'on dit à la fin de... Non, tu sais pas. On dit, Non. je vous fais des gros... Je sais pas. Des gros bisous.